Figaro Live, il est 10h10. Merci de nous rejoindre. Nous sommes en direct sur la page principale du Figaro, mais également sur Facebook. Nous sommes ensemble pour 1 heure au lendemain de la sortie de Spider-Man Far From Home. Est-ce que le film vaut le coup? On va en discuter. Et on va surtout parler de cet univers si important en termes de bande dessinée, de comics, mais également au cinéma, aux jeux vidéo. On va parler de cette franchise que l'on peut aimer. Alors, est-ce qu'on va l'aimer dans ce film? On va voir ça aujourd'hui avec nos invités. On se retrouve tout de suite après ce générique. Et pour commencer, je vais vous présenter nos invités puisque ce live est un peu spécial. Il se veut interactif. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez, à nous passer le bonjour. On va aller tout de suite vous voir dans le chat et surtout, il va être un peu interactif. On va pouvoir dessiner en direct, vous allez le voir. Pourquoi? Parce que nous sommes avec Jofo. Jofo, merci d'être avec nous. Vous êtes dessinateur et storyboarder chez Marvel. Vous allez nous expliquer dans quelques secondes les détails de votre travail et ce que vous faites. On vous avait vu il n'y a pas si longtemps pour la sortie d'Avengers Endgame. Nous étions avec Jérémy Pontieux au cinéma Max Linder pour parler de la sortie de ce film. Et vous nous aviez fait un très beau dessin d'un Groot des Gardiens de la Galaxie, je crois me souvenir. Donc n'hésitez pas à nous suivre puisqu'on vous enverra ce dessin à la personne qui pourra répondre à la question que nous allons vous poser. Nous sommes également avec Olivier Delcroix du Figaro, rédacteur en chef du Figaroscope, grand passionné de bande dessinée et de super-héros. On vous a souvent vu déjà avec nous. Mais oui, j'ai eu le grand plaisir effectivement on a eu le plaisir de parler de rejoindre l'aventure. C'est très amusant de parler de super-héros avec vous. Et là, c'est un petit peu un gros plaisir de pouvoir parler de Spider-Man avec vous. On en a déjà parlé de notre côté. Donc n'hésitez pas à nous poser toutes vos questions. On vous le garantit sans spoiler, puisqu'il pourrait y en avoir. En fait, ce film Spider-Man est bien plus prometteur qu'il n'en a l'air dans le trailer. On va en discuter tout de suite. Nous, on l'a vu tous les deux. On va pouvoir expliquer ce qu'on en a pensé. Avant cela, je vous propose tout de suite de vous orienter vers Jofo. Jofo, est-ce que vous pouvez nous expliquer aujourd'hui quels sont les travaux que vous réalisez et un petit peu les détails de votre travail? Oui, alors déjà merci de m'inviter de nouveau chez vous. C'est toujours un plaisir de venir. Alors moi je travaille depuis 6 ans maintenant chez Marvel Comics en tant que storyboarder. Je vais revenir dessus un petit peu après. Et je suis rentré grâce à 3 personnes dont je profite de les saluer, à savoir Balak qui est un dessinateur storyboarder qui travaille notamment sur Last Man. Donc, un manga français que vous pouvez trouver sur Netflix et qui est d'une qualité impressionnante. Sans la ville. C'est ça, Michael sans la ville. Donc voilà, il y a Balak, Mark Waid, qui est lui un scénariste américain qui est un petit peu le Steven Spielberg du comics. Il a travaillé sur tous les super-héros, je crois, qui existent et a influencé des films, notamment Man of Steel était en partie basé sur un des runs qu'il avait fait sur Superman. Et la 3e personne était Steve Walker, qui est l'éditeur chez Marvel, donc qui est lui qui m'a fait rentrer, qui était un excellent éditeur et qui travaille aujourd'hui avec Marvel Animation à un poste clé. Et à l'époque, il était justement éditeur sur la partie Spider-Man. Et donc voilà, donc moi mon travail de storyboarder, pour ceux qui ne connaissent pas, en gros c'est un petit peu comme le squelette d'un dessin, c'est vraiment la première ébauche qui est en même temps la plus importante, qui est juste après le scénario, c'est-à-dire quand on va me donner un script et moi je vais décider, je vais poser la caméra en gros, c'est moi qui vais vraiment dire à quoi ça va ressembler et après je passe la main au dessinateur. Ici je travaille actuellement du coup sur un titre qui s'appelle Iron Heart et donc le dessinateur s'appelle Luciano Vecchio et la scénariste s'appelle Eve Wing et donc voilà c'est vraiment un travail en trio voire même en quatuor puisqu'il y a aussi Matt Milla à la couleur. Pour vous définir un peu, Iron Heart c'est finalement la super héroïne qui vient succéder à Tony Stark dans le costume d'Iron Man finalement. C'est un peu ça, effectivement. C'est ça. Grossièrement. Oui, Alors, c'est pas encore sorti en France, c'est que aux États-Unis pour le moment. Ça commence à sortir en France, mais pas le titre sur lequel je travaille. Mais voilà, effectivement, c'est ça. C'est la nouvelle génération qui. Peut-être qu'on aura l'occasion d'en parler quand même. Marvel, justement, renouvelle assez souvent, mine de rien, son catalogue. Enfin, utilise le fait que le monde évolue. Et du coup, ils essayent d'évoluer aussi, justement, en introduisant des personnages et d'être moins primaires, entre guillemets,
dans ce qu'ils font. Alors, bonjour à tous, merci de nous suivre, que vous nous rejoigniez sur la page principale du Figaro ou sur Facebook. Bonjour à vous Catherine, bonjour à vous Marie qui dit bonjour Jofo avec plein de O, bonjour Don Morino ou encore Adil. Nous sommes ensemble pour encore une petite heure, donc n'hésitez pas à nous poser vos questions et surtout n'hésitez pas à nous suivre pendant l'ensemble de ce live puisque donc Jofo, vous allez dessiner en direct, en temps réel, on va pouvoir l'observer, Ouais. un dessin donc, de Spider-Man. Est-ce que vous pouvez nous donner très rapidement les détails de ce que vous allez faire et la technique que vous allez utiliser? Du coup, en termes de détails, c'est le procédé, justement, va ressembler un tout petit peu à ce que je fais chez Marvel, sauf que là, je vais aussi faire les dessins. C'est-à-dire que je vais commencer par faire ce qu'on appelle un crayonné, donc avec un crayon de papier. Et ensuite, justement, je vais y mettre de la couleur avec des encres de couleur, pour le coup. Donc ça ressemble un petit peu à du lavis ou de l'aquarelle, voilà, dans l'idée. Très bien. Avant que on aborde ce sujet de Spider-Man Far From Home, je vous propose de dire bonjour à Coraline et à Léo. Alors, vous commencez à réagir. Hein. Vous, Catherine, vous nous dites « Mes enfants sont allés voir Revengers ». Un bid, ils ont trouvé nul. Alors je pense que vous parlez d'Avengers, mais c'est presque ça. Voilà, donc dites-nous si vous êtes allé voir Avengers ou encore comme vous, Léo, qui nous dit que vous l'avez vu. Dites-nous si vous êtes allé voir Spider-Man ou si vous allez aller le voir. Merci en tout cas de nous rejoindre. Je vous rappelle que le dessin qu'est en train de dessiner Jofo sera à gagner en fin de ce live. On va vous poser une petite question, pas trop pointue, on vous rassure, mais n'hésitez pas à répondre et la première personne qui répondra pourra le décrocher. On se retrouve juste après le générique pour aborder ce sujet de ce qu'on a pensé de Spider-Man Far From Home. Et bonjour à vous Mélanie, vous nous rejoignez sur le chat du Figaro. Bonjour à vous JC, vous nous dites que le film était génial, parfaitement lié aux Avengers, le personnage de Spider-Man bien respecté en termes d'approche, notamment sur l'aspect vie d'ado. Vous Léo, vous nous avez dit que vous avez vu Spider-Man aussi, donc merci en tout cas d'interagir. Et justement pour rebondir sur ce commentaire de JC, Olivier, qu'avez-vous pensé de ce film? Est-ce que vous êtes d'accord avec JC sur Facebook? Je suis assez d'accord, effectivement, parce qu'on avait tous une petite boule au ventre en se disant, tiens, deuxième film de John Watts, reprenant le personnage de Spider-Man, après, évidemment, la trilogie de Sam Raimi, et puis le diptyque de Mark Webb. Que va-t-il devenir? Que faire de Spider-Man? Alors, après l'avoir rajeuni, qu'est-ce qu'on fait? Et puis surtout, en plus, comme on est dans le MCU, de quelle manière on va clore cette phase 3 avant de passer à autre chose? Et c'est vrai qu'en fait, il revient à Spider-Man Far From Home l'honneur insigne de terminer cette phase. Et de la terminer d'une manière qui doit être normalement beaucoup moins tragique et beaucoup moins lourde que le Avengers Endgame. Et donc je trouve que John Watts en fait jongle avec deux thématiques, de mise en perspective, et il fait de Spider-Man Far From Home un divertissement estival de qualité, quelque chose moi qui m'a beaucoup plu, et en même temps il arrive à clore les arcs narratifs divers et variés liés à la suite d'Endgame. Et du coup c'est ça qui est très fort, c'est qu'en fait il joue à la fois sur la pédale du frein et la pédale de la tragédie, et en même temps il sait très bien que Spider-Man ne peut s'épanouir que dans la gaieté, dans le film pour ados, le teen movie, et c'est exactement ce qui va se passer. Et moi je l'ai trouvé d'ailleurs, ce film, moins teen movie que les films avec Andrew Garfield, que j'avais trouvé très teen movie avec des musiques rock, des scènes d'amour dans la rue et des choses un peu romantiques. Là oui, en effet, c'est la première partie du film est vraiment basée sur les volontés d'un ado qui grandit, qui commence à tomber amoureux, ce genre de choses, mais qui finalement, comme vous le dites, se rapproche de ce Marvel Cinematic Universe et qui termine. On a même d'ailleurs, sans vous spoiler, mais des clins d'œil directs au premier Iron Man qui avait lancé tout cet univers. Ce qui est amusant, il y a plusieurs choses qui font que finalement le Spider-Man Far From Home est un divertissement réussi. C'est que d'abord, le personnage de Spider-Man, effectivement, il a rajeuni. C'est donc un gamin qui vient de sortir d'une épreuve terrible. L'épreuve terrible, c'est laquelle? C'est qu'il a sauvé l'univers avec Tony Stark. Et en plus, Tony Stark, là c'est un spoiler, mais sur Avengers, il a dû se sacrifier. Donc, effectivement, ce père putatif qui était Tony Stark vis-à-vis de Peter Parker n'est plus là. Et le film tire parti de cette absence, de ce manque, et on voit quand même comment, finalement,
Peter Parker va essayer de récupérer sa vie à lui, et puis ensuite de se dire, bon allez, moi je suis un ado, hein. J'ai les Thanos et compagnie, tout ça, l'apocalypse, la fin du monde, c'est pas pour moi. Moi ce que je veux c'est partir en vacances dans un voyage scolaire, en Europe, un road trip formidable, et puis ce que je veux aussi c'est déclarer ma flamme à la fille que j'aime, c'est Mary Jane Watson, voilà, qui est jouée d'ailleurs de manière absolument formidable par Zendaya. Et voilà, donc on a une première trame qui est l'envie terrible de Peter Parker de vivre sa vie d'ado, loin de ses responsabilités de super-héros, et puis de l'autre, évidemment, malgré tout, Nick Fury, dont vous avez certainement vu apparaître la silhouette dans la bande-annonce, va faire son apparition. Il veut absolument contacter Spider-Man, on se demande pourquoi, et lui, il le base en le mettant sur sa messagerie. Ouais. Donc on comprend bien que d'un côté, vous avez l'envie du voyage en Europe, du teen movie classique, et puis de l'autre côté, vous allez voir que les grands enjeux liés au MCU vont rejaillir, et de manière assez impressionnante. Et justement, moi ce que je trouve intéressant, du coup on va pouvoir rebondir avec vous, Geoffo, c'est qu'on se rapproche finalement de ce Spider-Man traditionnel des comics, celui qui est né dans les années 60 et qui se veut The Friendly Neighborhood Spider-Man. La petite araignée du quartier. Voilà, la petite araignée du quartier qui lui veut rester à Manhattan, veut s'amuser à jongler dans les tours, ce qu'on n'avait presque pas vu dans le précédent opus, finalement Homecoming, hein, où on le voyait pas trop à Manhattan, et finalement on retrouve ces sources-là, et comme vous le dites, finalement c'est ce Spider-Man qui est arraché à cet univers qu'on connaît, dans lequel on a l'habitude de le voir. Là ça commence pareil, vous le voyez sur la bande-annonce, on le voit à Venise, on le voit à Prague. On aurait pu le voir à Paris. On aurait pu, mais c'est raté. Et du coup, c'est vrai que c'est toujours ce côté, finalement, voilà, ce super-héros qui est arraché par les Avengers et Tony Stark à son univers. Qui, tout d'un coup, est destiné à un dessin qui est plus grand que lui. Et c'est vrai qu'en fait, quand Stan Lee et Steve Ditko inventent Spider-Man en 62, c'est un personnage typiquement ado, avec des problèmes d'ado, mais effectivement avec une responsabilité d'adulte. Hein. À grand pouvoir, grande responsabilité, lui dit Oncle Ben. Et c'est véritablement ça qui anime le personnage des comics de Stan Lee et de Steve Ditko. Et puis progressivement, quand Sam Raimi le met dans les années 2002 à l'écran, il joue véritablement cette idée de passage de la puberté. On sait très bien que le premier Spider-Man est une allégorie en fait du passage de l'enfant à l'adolescent. C'est la découverte aussi de la sexualité. On voit très bien d'ailleurs que quand tout d'un coup Spider-Man se met à tisser sa toile, on comprend très bien de quoi il s'agit. L'allégorie est à peine esquissée, mais on l'a parfaitement comprise. Et puis effectivement, dans ce nouveau Spider-Man, le Homecoming, on est sur quelque chose de beaucoup plus léger, de beaucoup plus estival, de beaucoup plus malin. Et le personnage du méchant qui arrive le fait avec une infinie discrétion. C'est quelque chose de tout à fait formidable. Là, c'est vrai que le Spider-Man Far From Home, d'abord, il récupère le personnage de l'araignée et il le déplace ailleurs. Et ça, c'est absolument génial parce que c'est toujours très déstabilisant de déplacer un personnage et l'enlever de son contexte. C'est vrai que les buildings new-yorkais sont l'écrin le plus formidable et le plus naturel pour Spider-Man. Là, non, pas du tout. Spider-Man n'a plus envie de se battre, il a envie de passer des vacances formidables avec Zendaya, avec Mary Jane, MJ. Et puis deux, il n'est plus donc à New York, il n'y a plus de building, il y a des vacances, il y a l'Europe, il y a Venise, il y a Prague, il y a Londres. Et on se dit, bon, du coup, où elle va être l'action ? Et là, avec ce personnage de cette espèce de forme extraordinaire qui surgit comme ça de la mer, de l'Aqua Alta de Venise, tout d'un coup on se dit ça y est, un monstre extraordinaire naît, et puis tout d'un coup un héros vient aussi avec une grande cape qui s'appelle Mysterio, qui vient sauver les gens, voilà, on va en parler, et finalement Spider-Man lui dit il y a Mysterio, moi je veux pas m'en mêler de ce truc-là, hop, moi je suis en vacances, peinard, je fais rien d'autre. Évidemment, tout ça va évoluer. On va en reparler avec vous. Je reviens vers vous dans le chat. Merci d'être avec nous. Bonjour à vous, Sylvain. Vous trouvez les films Spider-Man s'améliorent avec le temps.
mais les films choraux de super-héros saoulent. Mélanie, vous trouvez classe le costume de Spider-Man de mieux en mieux à chaque film. Bonjour à vous Cédric. Quel est le Sinister Six préféré de Joffo et est-ce qu'il peut le dessiner? Alors, on va vous poser tout de suite la question, Joffo. Alors, pour revenir sur les Sinister Six, c'est comme un peu la Suicide Squad, c'est un groupe d'ennemis de Spider-Man. Vous avez une réponse à ça? Quel est votre préféré, en tout cas, ou même au-delà des Sinister Six? Déjà, pour revenir sur les Sinister Six par rapport à Suicide Squad, il me semble que le Suicide Squad, ils sont missionnés justement pour aller faire des missions. Pour le bien, les Sinister Six, c'est pour abattre alors que là, pour le coup, c'est un gang de méchants, quoi, en gros. Et au niveau des personnages favoris, c'est vrai que pour le coup, moi qui n'ai pas encore vu Spider-Man Far From Home, je suis assez curieux du personnage de Mysterio parce que justement son pouvoir des illusions est quelque chose d'assez graphiquement intéressant. Et, Là, on parle des comics, sans vous spoiler quoi que ce soit. On voit dans le trailer, rien n'est annoncé. En tout cas, on voit Mysterio comme un super-héros qui jette des boules de feu avec ses mains de couleur verte. Donc voilà, en tout cas, ce qu'on peut vous dire, c'est que le film est bien plus proche des comics que finalement ce que pourrait laisser entendre le trailer. Donc si vous êtes fan des comics, moi c'était mon cas et je ne voulais pas aller voir ce film, il ne m'intéressait pas du tout. Et j'ai été très agréablement surpris. On en reparlera après de ce personnage de Mysterio. J'avais une autre question par rapport au commentaire de Mélanie qui nous disait qu'elle adore le costume de Spider-Man et qu'elle trouvait que ça s'améliorait de film en film. Pour vous qui dessinez, le côté graphique justement doit être particulièrement intéressant vis-à-vis de Spider-Man. On le connaît, il a un nombre de costumes très important et ça fait partie du mythe Spider-Man. Oui, et en même temps, ce qui a toujours été rigolo, en fait, c'est qu'il y a vraiment deux costumes emblématiques, le rouge, rouge et bleu, et le noir qui se rapproche de celui de Venom qui avait été inventé il y a un moment, et comme je ne suis pas historien, je ne me rappelle plus des dates, mais avec Secret Wars notamment, qui a permis d'instaurer le personnage de Venom. Et c'est vrai que le costume très noir et juste le logo blanc était assez impressionnant. Et au final, à chaque fois, il y a des variantes, mais finalement, on retourne toujours vers ce costume rouge et bleu. Sauf, mais là c'est différent du coup, quand c'est Miles Morales qui endosse le costume, et là où du coup il a vraiment ce nouveau costume emblématique qui est noir et rouge, mais on retrouve quand même toujours la toile et Miles Morales qui reste quand même un autre Spider-Man finalement, donc ce qui est un peu plus lié à ce costume-là. Oui, du coup, voilà. Et ces costumes, c'est intéressant, on les a vus aussi dans les films évoluer. On a pu voir le costume de catcheur de Tobey Maguire au début des années 2000. On a pu voir justement ce costume noir dans Spider-Man 3 avec le symbiote. On a pu voir celui d'Andrew Garfield qui était un peu plus fin. On voit celui-là qui se rapproche, moi je trouve en tout cas graphiquement, des Ultimate Spider-Man avec un Peter Parker très fin et un peu petit, beaucoup plus juvénile. Et c'est très intéressant cette façon d'évoluer. Est-ce qu'en termes de dessin de Spider-Man, il y a des choses particulières, des règles qu'on doit respecter sur les toiles par exemple ou sur le costume, des choses qu'on doit faire ou qu'on n'a pas le droit de faire? Alors heureusement, vu qu'on parle de création, factuellement on a le droit de tout faire, mais effectivement, il y a des codes vraiment graphiques qui font que si on met pas les toiles ou ce genre de choses, ça peut en manquer. Mais par exemple, vous voyez là le dessin, l'étape où j'en suis, a priori on comprend déjà que c'est Spider-Man par le fait qu'il soit rouge et les yeux. Par exemple, c'est vrai que les yeux, je pense, sont même plus emblématiques que la toile à la limite. Et c'est vrai qu'il y a une variation dans le comics où à un moment donné, en fait, le personnage de Dr. Octopus se retrouvait dans le corps de Peter Parker et où du coup il y avait un nouveau costume et où les toiles étaient beaucoup plus irrégulières, il y avait un côté très agressif et très joli visuellement. Donc du coup c'est vrai que le costume évolue à chaque fois, mais c'est vrai que je pense que les yeux et éventuellement effectivement peut-être le logo. Et pour revenir très vite fait sur le film, je trouve que la dernière itération effectivement est la plus intéressante, notamment parce qu'au niveau des yeux, c'est la première fois où vraiment il joue avec les pupilles et tout, alors que dans les autres versions, ça restait un petit peu... Ça, c'est arrivé dans Civil War. En fait, et c'est vrai que c'était la première fois qu'on voyait Tom Holland dans le costume de Spider-Man, et cette idée effectivement de faire bouger les yeux comme ça, ça ajoute quelque chose de l'âme quasiment. Ce personnage de Spider-Man du MCU,
avait été introduit dans un trailer qui était sorti au dernier moment avant Civil War, où on voyait Spider-Man récupérer le bouclier de Captain America. Oui, et justement, on voyait les yeux qui commençaient. Et en 4 secondes, on était tous sur les fesses en se disant oh là là, qu'est-ce qu'ils ont fait. C'était une claque d'ailleurs, le Civil War, quelque chose vrai, de meumeux, avec la bataille des super-héros sur cet aéroport en Europe de l'Est, là, en Allemagne, c'était incroyable. Mais effectivement, c'était la première fois qu'on voyait Spider-Man avec ce nouveau costume, avec ses yeux qui bougent, et ça, c'est absolument formidable. Et c'est vrai qu'il faut s'apercevoir aussi que l'arrivée de Iron Man, qui finalement devient le coach de Spider-Man, lui fabrique aussi des costumes. Là, par exemple, dans toute la saga Avengers, Infinity War et Endgame, Spider-Man a des costumes qui se rapprochent de ceux d'Iron Man. Des costumes qui peuvent tout d'un coup développer une technologie Stark Enterprise avec tout d'un coup des espèces de pinces qui lui sortent derrière le dos. C'est ce qu'on voit d'ailleurs aussi Civil Wars. Voilà, exactement. Donc ces trucs-là, on les voit portés à l'écran et c'est extraordinaire. Moi, je sais que par mon vieil âge, j'ai quand même vu en 78 le premier Spider-Man au cinéma. Spider-Man a un passif, il faut le dire. C'était une catastrophe. C'était en plus une espèce de montage français de la série télé américaine et le pauvre type, déjà quand il montait sur une chaise, c'était un effet spécial, quoi. Et c'est vrai que c'était extrêmement décevant. Maintenant, quand on voit la façon dont Spider-Man se bouge, swing entre les immeubles ou même entre les monuments vénitiens, pragois ou londoniens, on est véritablement transporté. C'est ça qui fait aussi la magie de Spider-Man, c'est la manière de bouger, cette espèce de fluidité arachnéenne qui fait que hop, il est très agile, il est très vif. Et puis ce personnage qui, quand il a été inventé, n'avait pas de cape. Oui, les Indestructibles s'en moquent. Pas de cap. Il y a un petit peu longtemps, pas de cap. Mais voilà. Edna Mode qui disait mais justement, Spider-Man n'a pas de cap et il ne vole pas, il se balance de tour en tour. C'est assez incroyable. On pourrait discuter de costumes pendant toute la matinée. On ne va pas le faire, on va changer un peu de thème. Merci à vous d'être avec nous sur Facebook, j'allais dire Twitter. Merci d'être toujours avec nous, Mélanie et Cédric. Voilà, Mélanie, vous nous dites, oui, il y a bien un clin d'œil à Iron Man dans ce dernier film. Iron Man est même là partout dans le film finalement avec ça. Oui, c'est une sorte de fantôme, mais il y a quand même quelque part de la part de Spider-Man une volonté de résilience vis-à-vis de ce père qu'il a perdu, ce père et donc il va se raccrocher à ce qu'il peut. On n'en dit pas plus. On dit rien d'autre. Bonjour à vous Soso, vous nous dites, vous nous passez vos amitiés, on vous souhaite une bonne journée. Bonjour à vous Annie, vous trouvez que c'est magnifique, elle trouve magnifique votre dessin, Jofo. Nous on le voit là, c'est se faire en direct, on est quand même assez bluffé. C'est toujours la magie du dessin. Et vous, Cédric, vous nous parlez du costume de Scarlet Spider qui, lui, n'a pas de toile. On ne va pas relancer le débat des costumes, sinon on n'a pas fini. Merci en tout cas d'être avec nous. Si vous avez des questions à nous poser, à moi, Olivier Delcroix, je vous rappelle qu'il est rédacteur en chef au Firoscope ou à Jofo, dessinateur et storyboarder chez Marvel. N'hésitez pas, ce sera avec grand plaisir. Jofo, vous, en tant que dessinateur, vous pensez quoi de Spider-Man au cinéma ? Que c'est une très bonne chose, que c'est... de toute façon, moi, je suis assez ouvert à l'idée de faire découvrir la culture à travers différents supports. Et du coup, c'est avec l'idée de transposer aujourd'hui, grâce aux techniques, vous évoquiez le premier film de Spider-Man, et effectivement, à l'époque, c'était totalement ridicule, alors que dans les comics... c'était tout aussi impressionnant, entre guillemets. La grande différence entre le Spider-Man du petit écran, sur le grand écran que j'ai découvert, et ce que je voyais moi dans mes Strange, c'était criant de vérité dans les bandes dessinées que j'ai découvertes, et moi je reste quand même totalement traumatisé par la mort de Gwen Stacy quand même. Ça c'est quelque chose qui m'a marqué à vie, et finalement heureusement je me souviens quand même en 2002 quand je suis sorti du film de Sam Raimi, et là je me suis dit ah ouais, voilà, ça y est, il a compris l'esprit, il a su le mettre en scène avec 24 images par seconde et faire un film digne de la bande dessinée.
parce que la bande dessinée m'avait fait rêver. Les premières adaptations, même les dessins animés des années 70 avec Ralph Bakshi, je les avais trouvés sympathiques. L'araignée. Bon, le générique très jazzy était sympathique. Resté, lui, du coup, ouais. Voilà, il est resté. Mais honnêtement, l'animation était assez moyenne. Et là, tout d'un coup, enfin, au début des années 2000, quand l'ère numérique commence à montrer le bout de son nez et finalement faire que Hollywood peut adapter des super-héros au cinéma, on a le film de Sam Raimi qui le respecte, qui le met en valeur, qui le magnifie et qui fait un véritable carton. Je me souviens avoir erré dans Paris en sortant du film en me disant « Alléluia, il y est arrivé !» Pour revenir sur cette période d'ailleurs, c'était juste après X-Men. Oui, exactement. Et avant ça, il y avait un trou assez énorme qui datait du film de Tim Burton de Batman. Donc 89. c'est vrai que les super-héros n'étaient pas encore aussi importants au cinéma qu'aujourd'hui. Quand on est passionné, c'est une chance de pouvoir voir autant de super-héros. Vous vouliez réagir ? Oui, parce que justement, je suis effectivement d'accord pour les grosses franchises Marvel et tout ça. Mais c'est vrai qu'il y a eu un espèce de revival, ou je ne sais pas si c'est exactement ça, mais il y a eu quelques films, en fait, entre guillemets, qui ont permis de mettre des jalons pour l'arrivée d'X-Men. Je pense notamment à Matrix. 99, c'est vrai, à Blade aussi, Blade, juste important. qui était en plus qui est un personnage Qui fait de Marvel partie de Comics, l'univers même si c'est pas ça qui a été mis en avant. Bien sûr. Mais c'est vrai que déjà il y avait ces jalons justement, et c'est ça qui est intéressant. Et c'est pour ça que moi j'aime bien le fait que l'univers Marvel soit transposé aussi aujourd'hui au cinéma. Et quelque chose qui me parle, parce qu'effectivement on se rend compte que tout est entremêlé, tout est connecté, et donc du coup c'est une progression naturelle. Qui ne cannibalise pas un support ou l'autre. Voilà. Merci à vous de nous rejoindre, Arnaud. Vous nous rejoignez sur Facebook. Je vous rappelle que vous pouvez nous poser toutes vos questions, nous dire ce que vous pensez de Spider-Man. Si vous êtes allé voir le film, évidemment sans spoiler, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé. Arnaud, vous voulez qu'on vous mette ce dessin Spider-Man de côté ? Va falloir répondre à une question qu'on va vous poser maintenant. Ce que je vous propose, c'est d'y répondre. Et à la fin, la première personne qui aura trouvé la réponse, c'est très facile, vous allez voir. Mais si vous ne voulez pas de ce dessin, laissez-le nous. On sera très, très, très contents. En tout cas, voilà. Dites-nous le vrai nom de Mysterio, son nom d'homme, on va dire. Trouvez-nous ce nom-là, vous nous le mettez dans les commentaires sur Facebook. Si vous nous suivez sur le Figaro, vous pouvez également le faire sur la page principale du Figaro. Et la première personne qui répond recevra ce dessin. On vous contactera par message privé sur Facebook et on vous l'enverra par la poste avec grand plaisir. Donc, comment s'appelle Mysterio en vrai, C'est un des méchants emblématiques de la franchise Spider-Man. Et son nom, normalement, si vous connaissez un peu, doit ring a bell, comme on dit en anglais. Moi, je vous propose, on parlait du cinéma. Il y a un film Spider-Man qui a fait sensation, qui s'inscrit New Generations en français et Into the Spider-Verse en anglais. Un film magnifique qui a vraiment marqué tout, qui a même fait un peu de l'ombre à Avengers Endgame, je pense. Qu'est-ce que vous en avez pensé, vous, Joffo, par exemple ? Moi qui viens de l'animation, c'était un film formidable. Enfin, c'est un film formidable justement à plusieurs niveaux. Déjà d'un point de vue artistique et tout ça, où vraiment on sort enfin entre guillemets du carcan Disney et Pixar que j'adore par ailleurs, mais ça permet vraiment de montrer une autre manière qu'on peut faire. Graphiquement, on peut sortir de là tout en faisant de la 3D, parce que c'est un mix de 3D, de 2D. Et en plus aussi, là où c'est intéressant, il mélange encore plus justement ce fameux support BD, film justement, avec des cases, des bulles de texte qui apparaissent, et qui, moi, à titre personnel, me parle d'autant plus que c'est une partie de mon travail que je fais chez Marvel, puisque je fais des vidéos qui sont diffusées sur YouTube, où justement on utilise ce format-là aussi. Et au niveau des costumes, pour revenir très vite dessus, pour moi, il y a le meilleur costume dans Into the Spider-Verse, avec le hoodie. C'est Nike Air Jordan sur le premier costume qui rend un effet assez impressionnant. Vous l'avez dessiné, si en régie vous pouvez diffuser un beau dessin Merci. Vous êtes fait plaisir. Pourquoi avoir choisi de faire ce dessin ? Parce que vous ne dessinez pas forcément pour Spider-Verse, mais j'imagine que ça vous a marqué à ce point-là finalement. Oui, alors pour l'anecdote, en fait, justement, ce dessin a été réalisé dans le cadre du Comic-Con Paris 2018. Et en fait, c'était par rapport comme j'étais invité sur le stand de comicsblog.fr, qui est un site d'actualité comics, et qui m'avait donc demandé de faire un dessin. Et Spider-Verse n'était pas encore sorti, mais pour moi, c'était déjà un de mes coups de cœur graphiques, puisqu'en plus, il y a un des réalisateurs qui depuis a été viré
pour des histoires internes, mais qui s'appelle Alberto Mielgo, qui est vraiment un grand artiste, et c'est lui qui a influencé vraiment qui a mis la première couche de ce à quoi ressemble Into the Spider-Verse, et du coup moi c'était un coup de cœur absolu, et donc voilà, pour moi c'était naturel de faire une pin-up là-dessus. Qu'est-ce que vous en avez pensé, vous, Olivier? Juste avant, félicitations à Arnaud. Désolé Fabien, vous avez répondu trop tard. Arnaud qui nous dit donc que Quentin Beck, c'est bien le nom de Mysterio, bravo. On reste avec vous en MP sur Facebook pour vous envoyer ce dessin avec grand plaisir. N'hésitez pas à nous transmettre votre adresse par MP et on vous l'enverra dans la semaine après ce live. Pardon Olivier, on peut revenir vers vous. Qu'est-ce que vous en avez pensé de effectivement, Spider-Man? moi j'ai pris une claque. Quand je suis allé le voir en projection de presse, j'ai été complètement bluffé par le mélange des techniques et cette espèce de creuset dans lequel finalement tout est mélangé pour donner naissance à la fois à un nouveau style et en même temps ménager une nouvelle façon de raconter des histoires avec le film d'animation. Et c'est vrai qu'en fait, Spider-Man New Generations a quelque chose de totalement innovant, ne serait-ce que parce qu'il réutilise toutes les techniques. Par exemple, le fait de mettre des bulles, le fait de tout d'un coup d'utiliser la technique qu'Andy Warhol avait magnifiée avec des points. Comme ça, en grossissant la trame, voilà, en jouant avec les trames, en rajoutant des bulles, comme dans la série télé Batman, pow, pow, etc. Puis on joue aussi avec une frame, un nombre d'images par seconde un peu ralenti, histoire de donner un côté encore plus dessin. Donc il joue avec le côté graphique, il rappelle sans cesse que finalement, le film d'animation, ça vient du comic books, et le comic books n'est pas à dédaigner, au contraire. Et puis, en plus, il accueille dans son sein, donc c'est les multivers, il accueille 6 super-héros, 6 Spider-Man différents, et ça va du Spider-Cochon au Spider-Man noir, incarné par Nicolas Cage, voilà, qui est formidable. Et d'ailleurs, un casting, prestigieux, un Spider-Manga, un Spider-Gwen. Voilà, exactement. Il y a tout le spectre est là, ils sont tous là, et donc Miles Morales évidemment, et puis le Peter Parker d'un autre univers, qui lui s'est un peu laissé aller, qui finalement on voit même des références au film de Sam Raimi, on voit des scènes représentées. Et même la musique, la fameuse musique du dessin animé de Ralph Bakshi. Donc c'est amusant de voir cette espèce de syncrétisme autour de Spider-Man. Vous avez en gros 50 ans de la vie de Spider-Man et de création qui sont comme un précipité chimiquement pur introduit dans ce film Spider-Man New Generation. Et c'est vrai que pour l'avoir montré ensuite quand il est sorti en DVD à mes enfants qui m'ont dit « Oh papa, c'est bon, Spider-Man on connaît, puis on ne veut pas voir ça, on va voir autre chose ». Je lui ai dit « Attendez, ok, c'est un dessin animé, j'ai acheté le DVD, vous allez le voir ». Et ils sont sortis de là, ils étaient hystériques. Ils adoraient ça et on l'a passé, et donc je suis abonné, je l'ai vu 10 fois. 10 fois je l'ai vu ce film. Donc oui, je vois bien que ça marche et qu'il y a une transmission auprès du jeune public également. Ouais. C'est vrai que c'est un film magnifique. D'ailleurs, si vous l'avez aimé, les réalisateurs ont fait un épisode de Love, Death and Robots que vous pouvez retrouver sur Netflix, des courts-métrages d'animation sur le thème de la robotique et de la fiction. Et il y en a un qui a été réalisé qui est magnifique. Je vous conseille de vous renseigner sur Internet. On retrouve cette patte vraiment du dessin et des graphismes assez incroyables. Merci à vous aussi. Vous êtes avec nous sur la page principale du Figaro. C'était votre cas, hein, Fabien. Désolé. Si vous avez répondu sur la page principale du Figaro, on va essayer de comparer le moment de réponse pour voir qui a répondu en premier. Et on va revenir vers vous si on voit que vous avez été plus rapide sur la page principale du Figaro. On vous tient au courant pendant ce live. Bonjour à vous, Nicolas. Vous avez vu hier Far From Home, ce film super, plein de surprises, pardon. Le film d'animation était super aussi. Ne connaissant pas trop l'histoire de Miles Morales, j'ai vraiment aimé. Pensez-vous qu'il y aura une suite? Est-ce qu'on peut s'attendre à une suite de... À mon avis, oui, mais peut-être pas tout de suite. C'est ça. Effectivement, même la fin du film laisse présager une évolution. Moi, j'espère très fort. Ce que je souhaite aussi, c'est qu'ils prennent leur temps. Il faut savoir aussi faire reposer la patte. Bien sûr. Parce que quand on enclenche trop vite
un deuxième film d'animation ou un deuxième film tout de suite après un succès aussi important que ça, on est souvent très déçu. Donc il faut laisser le temps, du temps au temps. La fameuse malédiction des suites. Voilà, c'est ça. Non, mais c'est vrai. Par exemple, Toy Story, il a fallu attendre 10 ans pour que les idées puissent progressivement. J'ai une idée un matin, je me lève. Voilà. Pas l'obligation hollywoodienne de faire le film à la chaîne tout de suite après. Donc c'est pas la peine. Prenez votre temps, les gars. Spider-Man New Generation, ça a été une grande claque. On s'en est pas remis, mais tant pis, il faudra du temps. Mais moi, je suis prêt à attendre pour que ça soit bien. Merci à vous d'être avec nous sur Facebook ou sur la page principale du Figaro. Vous, Alexandra, vous nous dites que vous emmenez vos fils demain, vous adorez Spider-Man. On vous souhaite une bonne séance. Moi, j'ai été très surpris. J'y suis allé hier soir en séance publique et j'ai été très surpris de voir cet engouement qui m'a fait assez plaisir. Oui. Des gens applaudissaient au début, pendant, parce qu'il y a une scène qui se rapproche un peu des comics et qui est réalisée de façon assez incroyable. À la fin, les gens restaient pendant le générique, applaudissaient pendant les scènes post-génériques. On connaît un peu la mécanique Marvel, on sait qu'il y a des scènes post-génériques. D'ailleurs, on vous donne un indice, il y a un piège. Là, il y a une première scène post-générique. Il y en a une deuxième. Juste à la fin du générique, puisqu'il y en a plein qui sont sortis et qui sont revenus entre-temps parce qu'ils étaient allés voir sur Internet et qui sont courus dans la salle pour aller voir la deuxième scène. Ouais, et la deuxième scène est encore plus formidable et plus surprenante d'ailleurs. Donc, surtout, faites attention, restez bien pendant tout le générique. Merci à vous, Adil, vous êtes toujours avec nous. En tout cas, si vous avez des questions à nous poser sur cet univers, sur les adaptations de Spider-Man, on parlait d'ailleurs de Spider-Verse et à la fin, en scène post-générique, il y a aussi une scène qui faisait référence au dessin animé de qualité assez piètre et qui est devenu un mème sur Internet avec les Spider-Man qui se montrent et disant non, c'est toi, non, c'est toi. Donc vraiment, il y a beaucoup de références. Si vous avez des questions, en tout cas, à nous poser avec grand plaisir. Geoffo, est-ce que vous pourriez nous décrire ce que vous êtes en train de faire et nous parler un peu des étapes que vous êtes en train de passer? Oui, avec grand plaisir. Alors du coup, là, j'ai au final quasiment fini le dessin. Je mets la touche finale, donc à savoir la toile. Et du coup, de toute façon, a priori, grâce au live, les gens ont pu voir les différentes étapes. Mais voilà, j'ai mis du coup le crayonné et assez vite, en fait, moi, j'ai mis la couleur. Et donc, je termine par les traits de contour, en gros, pour recerner un petit peu le dessin, alors qu'il y a un procédé que moi j'adore faire quand je fais des dédicaces, donc en festival, mais qu'au final je fais exclusivement à ce moment-là, parce que quand je fais du comics, là effectivement c'est un dessin en traditionnel, ce qu'on qualifierait de traditionnel, mais d'habitude pour Marvel, dans le cadre du storyboard, je bosse en numérique. Ouais. Donc le numérique justement en fait j'ai l'équivalent d'un écran d'ordinateur en gros, mais qui est pensé sur lequel je peux apposer un stylo, pensé pour aussi justement. Donc on appelle ça une synthique dans le jargon, mais voilà, donc c'est vraiment une tablette graphique où du coup je dessine directement sur écran, qui dans le cadre par exemple du storyboard est assez pratique parce que pour gommer, vu qu'on bosse en numérique, il y a des outils dédiés dont le plus connu s'appelle Photoshop. Qui a un système de calque par exemple, et du coup on peut enlever, ajouter, et donc du coup c'est vrai que c'est plus simple que de gommer, de revenir 50 fois sur la même image et d'abîmer le dessin, ce que j'ai tendance à faire parce que j'appuie trop fort par exemple. Et donc du coup voilà, donc j'alterne vraiment entre traditionnel et numérique. Et ce qui est formidable en tout cas là on vient d'assister à la façon dont il a créé ce dessin. Tout le monde notera la virtuosité de Geoffo. C'est très très beau, c'est magnifique. Et en plus, effectivement, le fait de travailler sur du papier avec des matériaux tels que l'acrylique et le feutre et tout, ça rajoute une patte artistique incroyable. C'est magnifique. Les ombres, le jeu avec les couleurs, le ciel, j'ai vu, c'est splendide. Hein. Non, ça reste une œuvre d'art, ça. Hein. Merci. Et c'est vrai que justement, alors pour rebondir en temps sur Spider-Verse, entre autres, c'est vrai que c'est cette mixité de techniques. On fait, moi et évidemment plein d'autres, on fait partie de ces générations justement qui avons baigné dans la culture au sens large, justement, avec le comics, la bande dessinée franco-belge, le manga. Ça, je parle de la bande dessinée en général, mais évidemment, les films, les séries télé, ce genre de choses. Et c'est vrai que du coup, c'est pour moi un plaisir de mélanger les techniques, justement, parce que c'est quelque chose que l'on peut faire. Et ce que fait très bien, justement, Into the Spider-Verse. Et c'est
j'encourage évidemment chaque personne qui veut se consacrer au métier justement du dessin ou des arts graphiques, justement à s'enrichir de cette culture qui est évidemment très variée, justement parce que c'est une possibilité. Il serait dommage de s'en priver. C'est une culture de la mixité, c'est ça. C'est une culture du creuset et aucune autre culture n'est supérieure à l'autre. Oui, elles sont mises sur le même pied d'égalité et du coup, effectivement, on peut se permettre d'utiliser telle technique, même rajouter des trames mécaniques. Enfin, on peut s'amuser avec tout et avec Photoshop et jouer avec un stylet, etc. Et justement, cela évolue. On va en parler tout de suite d'une autre technique que vous utilisez, parce que vous ne faites pas que ça sur papier, vous ne faites pas que ça en fixe. On en parle tout de suite avant un petit retour dans le chat. Bonjour à vous Yanis, vous nous donnez votre interprétation du film, vous le trouvez extrêmement riche, rafraîchissant, les scènes de Mysterio sont époustouflantes, les effets spéciaux ahurissants, la trilogie saga initiée par John Watts nous propose des antagonistes intéressants. Merci de votre commentaire, Nicolas. Voilà, vous êtes d'accord avec nous sur le fait qu'il faut laisser du temps pour la suite de Spider-Verse. Et vous, Isabelle, vous nous dites que vous êtes allé le voir et que c'est une tuerie. Merci à vous de réagir. Si à l'inverse, vous n'êtes pas d'accord et vous avez été déçu par ce film, n'hésitez pas à nous le dire aussi. Ça nous intéresse de savoir pourquoi et quelles sont vos interprétations. Justement, Joffo, vous aviez aussi une autre partie de votre travail, c'est que maintenant vous animez aussi certains de vos dessins. Oui, alors en fait, pour être exact, c'est effectivement l'autre travail que je fais chez Marvel, qui est aussi du storyboard. Donc c'est-à-dire ce principe du crayonné, mais pour de la vidéo. En fait, ce sont des vidéos, des formats courts de 3 minutes qui sont diffusés sur YouTube, alors, exclusivement en anglais pour le moment. On peut le voir d'ailleurs avec Black Panther, c'est ça Il y a eu Black Panther qui lui date déjà de 2016, mais depuis, pour l'expliquer très simplement, Marvel Comics chaque année fait ce qu'ils appellent des events, des gros événements qui regroupent différents super-héros, dont par exemple au cinéma, Infinity War Endgame pourrait correspondre à ses équivalents, où justement Captain America va croiser Spider-Man, Iron Man et tout ça. Et du coup, Civil War était un gros événement à l'époque. Et donc du coup, chaque année, Marvel Comics fait des événements. Ils en ont fait un récemment centré sur Thor, qui s'appelait War of the Realm, et où du coup, en parallèle de ces comics, il y avait justement 4 vidéos qui sont disponibles gratuitement sur YouTube, et voilà, qui sont des formats courts de 4 minutes, où moi du coup, je fais donc le storyboard, qui est la première étape. Ensuite, je fais la seconde étape qui s'appelle l'animatique. Et donc l'animatique, en gros, c'est la mise en animation du storyboard qui permet justement de voir le rythme de ces plans que j'ai mis, voir si c'est trop long, c'est trop court, et ce genre de choses. Et ensuite, il y a donc un dessinateur. Et par exemple, pour War of the Realm, j'avais travaillé avec Javier Pina et Will Robson. Si je n'écorche pas les noms. Et ensuite, à la fin, une fois que je récupère de nouveau ces éléments graphiques et je fais ce qu'on appelle le montage final. Il y a quelqu'un qui fait le son et moi, je récupère le son et tout ça, donc je fais le montage final derrière. Donc voilà. Merci pour ces précisions. Bonjour à vous, Black Corvette. Vous nous dites que vous avez trouvé le jeune acteur qui incarne le rôle de Superman tout à fait remarquable. Je pense que vous parlez de Spider-Man, puisque Henry Cavill qui joue Superman, malheureusement, on ne le reverra pas sous la belle cape. Arnaud, vous demandez à Joffo quand est-ce qu'il vient dessiner chez DC. Dites-nous si vous-même vous travaillez chez DC, ça nous intéresse de le savoir. Joffo, des envies de sortir de chez Marvel? Il faut savoir que moi, de toute façon, je suis un artiste freelance, avec les aléas du statut d'artiste-auteur, mais ça, c'est un autre sujet. Et du coup, j'ai une certaine liberté dans le travail. Et du coup, factuellement, rien ne m'empêche d'aller toquer chez DC et voir s'ils seraient intéressés par mon travail. Mais pour le moment, vu que ça se passe très bien avec Marvel, et qu'en plus, je travaille aussi sur le marché français avec Dupuis et aussi un petit peu dans l'animation, j'ai déjà l'emploi du temps plutôt chargé. Donc, mais pourquoi pas à l'avenir. Regardez Jack Kirby, The King of Comics. Il a commencé chez Marvel, il a créé les 4 Fantastiques, il a créé le Surfeur d'Argent. Et puis tout d'un coup, dans les années 70, il est allé rejoindre DC Comics. Il a créé la saga des New Gods.
qui était un grand sommet. Et là, j'ai lu récemment Mister Miracle. C'est formidable, Mister Miracle. Moi, j'ai trouvé ça extraordinaire. Puis la façon dont ils ont réinterprété l'univers avec cette nouvelle bande dessinée, donc 40 ans plus tard, avec Darkseid, moi j'ai complètement accroché. Donc ça prouve aussi que voilà, entre il y a une perméabilité entre ces deux géants du comics que sont Marvel et DC Comics. Ils peuvent parfaitement se renvoyer la balle. J'aime cette idée. Moi, quand j'étais gamin, j'avais acheté Spider-Man contre Superman. Donc, il y a eu Batman contre Hulk aussi. Il y en a eu un certain nombre comme ça qui. C'est trop rare malheureusement, mais c'était amusant. C'était amusant. Pardon, je vous ai coupé. Et aussi, ce qui est intéressant sur le marché américain, c'est qu'au-delà de ces deux gros géants, justement, qui sont ce qu'on appellerait, le terme anglais est mainstream, Dark Horse, c'est qu'effectivement, il y a d'autres maisons d'édition, et moi j'ai eu l'occasion de travailler notamment avec Image Comics, qui eux, justement, proposent du contenu. Alors voilà, en gros, si on devait faire un petit peu le parallèle avec Hollywood, ce serait comme les grosses industries, Warner. Le cinéma indépendant, quoi. Voilà, c'est exactement ça, c'est le cinéma indépendant, qui, d'un point de vue lecteur pur, justement, je trouve ça assez intéressant, parce que j'ai effectivement grandi avec Spider-Man, Batman, et je continue à en lire de temps en temps, mais je suis tout aussi, sinon plus intéressé justement par les comics indépendants. On attend peut-être d'ailleurs une adaptation cinématographique dans les années. Et justement, Spawn, donc, qui a été créé par Todd McFarlane, qui fait partie des mecs qui travaillait à la base chez Spider-Man. Sur Spider-Man, il a travaillé, il a mis une grosse patte. Cette espèce de toile très la curieuse. Et c'est justement parce qu'on lui a dit non, t'arrêtes tout de suite de faire des toiles comme ça qu'il a dit ok, je vais faire autre chose. Incroyable comme histoire. Entre autres. Mais donc voilà, c'est vrai que ouais, voilà. Donc voilà, c'est vrai qu'il y a une diversité justement au-delà des big two, comme on les appelle, qui est aussi très intéressante. Et c'est vrai que c'est ça, ce qui est formidable, notamment pour revenir très vite fait sur Spider-Verse, c'était la version de Peter Parker désabusée. C'est qu'en fait, ça y est, ce sont des personnages que maintenant tout le monde connaît. Exactement, et du coup, on peut faire entre guillemets des histoires d'autant plus intéressantes parce que ça y est, le public, le tout public a compris, connaît les codes. Et on gagne un temps de présentation finalement sur le temps du film, quoi. Et du coup, voilà, maintenant on peut entre guillemets passer aux choses sérieuses et aborder des thèmes plus riches et moi personnellement je considère même plus intéressants justement à travers. C'est une mythologie, exactement. C'est une mythologie américaine, une mythologie qui est aussi forte d'ailleurs que celle qu'on a pu connaître et qu'on étudie dans les écoles. Moi d'ailleurs c'est amusant parce que j'ai écrit ce livre, le cinéma, les super-héros au cinéma. C'est vrai. Et j'ai depuis 8 ans découvert en fait que ce bouquin est étudié dans les écoles de mes fils par exemple. Je l'ai découvert dans la bibliothèque et je me suis dit ah ouais ok. Donc ça veut dire que les super-héros au cinéma c'est une mythologie. C'est une mythologie moderne, une mythologie pop, mais qui répond exactement aux mêmes critères finalement que la mythologie homérique, que le voyage d'Ulysse, que la mythologie gréco-romaine. Et ça c'est passionnant tout d'un coup de coller une grille de lecture historique sur la mythologie des super-héros, parce qu'elle est toute récente finalement. Elle n'est que du XXe siècle. Le premier super-héros, c'est Superman. Il est né en 1938, au moment où finalement deux petits juifs s'étant échappés finalement de l'Europe de l'Est via leurs parents, disent et on va créer un être qui n'est pas uniquement un héros, mais qui serait au-delà du héros, qui serait le super-héros, le surhomme. Et on va l'appeler, on va en faire comme Zorro. Il aura d'abord une identité secrète, il va s'appeler Clark Kent, et puis ensuite il va être journaliste au Daily Planet, et puis après il sera Superman, et puis il va aller se battre contre les nazis, contre Hitler, etc. Et en même temps, en 1941, qu'est-ce que fait Jack Kirby ? Il fait la même chose avec Captain America. Et bonjour à vous, Nasser, merci d'être avec nous. Je vois que Ophélie, vous nous rejoignez. Merci d'être avec nous également. Est-ce que, moi ce que je trouve intéressant, c'est qu'en plus cette mythologie dont vous parlez s'inscrit encore plus dans l'histoire, avec par exemple récemment la mort de Stan Lee, ce qui fait passer encore plus le temps et qui rend la chose encore plus imbriquée dans les mentalités, quoi. Ce qui est sidérant, c'est qu'effectivement un personnage comme Stan Lee, ne serait-ce que parce qu'il fait des apparitions dans les films depuis les années 2000, c'est-à-dire depuis quasiment 18 ans,
Ce qui est amusant, c'est de s'apercevoir qu'en fait, il est devenu lui-même le Homer des comics. C'est le personnage qui, dans les années 60, s'ennuyant chez Marvel, qui s'appelait Timely Comics à l'époque, décide un jour de dire bon, bah, qu'est-ce qu'on fait? Et son chef revient en disant « Je reviens de faire du golf avec un copain de chez DC qui vient de me dire qu'en fait, les réunions de super-héros, ça marche du feu de Dieu. Donc tu vas m'inventer une réunion de super-héros et puis nous qui faisons du monstre, ma foi, on va se remettre à faire du super-héros parce que ça marchait moins bien. Ouais. Et du coup, il invente les 4 Fantastiques. Et en fait, ce qui est amusant, c'est qu'il invente un noyau de famille, les 4 Fantastiques, avec effectivement des relations qui sont les frères, les sœurs, le père, la mère, etc. Et puis progressivement, il va se dire, bah tiens, après, une fois que j'ai inventé la famille avec les super-héros, je vais inventer les super-héros qui vont à l'école. Bon, bah, il invente les X-Men. Les X-Men, c'est je vais à l'université, je vais à l'école. Alors je suis un mutant, mais en même temps j'ai un prof, le professeur Xavier, et il m'apprend des trucs. Et puis après, une fois que j'ai inventé l'univers des X-Men, que je suis allé à l'école, bah, je suis devenu un grand, je suis devenu un adulte. Alors qu'est-ce qui se passe? Je vais dans le monde du travail, et puis je travaille, et puis je suis un super-héros, mais en même temps, je me réunis, je fais mon équipe avec mon background. Et donc ça, c'est les Avengers. C'est la troisième strate. Et c'est vrai qu'en fait, Stan Lee a eu ce génie à la fois de créer ces différentes strates, de mettre en place les multivers. Ça, c'était une idée formidable. Sur le contenu aussi, il a été révolutionnaire. Et puis, il récupère aussi tout le catalogue de Timely Comics avec des monstres et il décide en fait d'y ajouter cette patte à lui. À la fois, je fais un monstre comme Hulk, j'en fais une sorte de Frankenstein, mais j'y ajoute des failles et je le badigeonne d'esprit pop pétillant. Ouais, et ce qui était effectivement intéressant avec Stan Lee, alors déjà un point qui, enfin depuis a été mis à jour évidemment, c'est que Stan Lee a effectivement un rôle indéniable là-dessus. Et il a eu des collaborateurs qui n'ont pas toujours été mis en avant et qui le sont aujourd'hui, justement, dont Jack Kirby et Steve Ditko, dont on a parlé plus tôt, et aussi d'autres dont les noms m'échappent. Mais voilà, c'est l'aspect, c'est une œuvre collaborative. Oui, tout à fait. Et aussi, effectivement, pour revenir sur ce que vous disiez par rapport aux super-héros, notamment les X-Men, mais aussi Spider-Man, en fait, l'intérêt de ce que faisait Stan Lee, c'était au-delà du super-héros. En fait, le super-héros, entre guillemets, c'est l'artefact. Mais ce qui l'intéressait, c'est de parler des névroses, justement. Donc, et c'est vrai que le Hulk, c'est Jekyll and Mr. Hyde, la famille, justement, avec les 4 Fantastiques, Spider-Man, la famille justement. Dysfonctionnelle, et en même temps, c'est l'amour autour des liens. C'est les liens dysfonctionnels et en même temps liés, fueled, comme disent les Américains, remplis d'amour. Et comment on arrive à s'en sortir à travers la résilience et à travers l'envie de la volonté d'être ensemble. Donc oui, Stan Lee a eu cette idée, cette intuition, mais il n'a cessé ensuite de transmettre ça. Le personnage, par exemple, d'Iron Man, au début, c'est ni plus ni moins que une sorte de personnage, d'ailleurs on le voit bien, c'est un chevalier en armure. Donc il utilise l'armure et puis ensuite il en fait un chevalier, exactement comme Rod Taylor dans les films hollywoodiens. Et d'ailleurs, ce qui est amusant, il se trouve que j'avais interviewé Robert Downey Jr. Quand il est venu présenter son film à Paris, en France, qui m'avait dit, oui, je sais, je me suis moi-même fait d'ailleurs cette petite réflexion, que je ressemblais à Rod Taylor dans son armure, et j'aime cette idée d'être le chevalier en armure qui va sauver la veuve et l'orphelin. Et forcément, après, la mise en avant des névroses, la mise en avant des failles, des fragilités humaines, à travers l'idée qu'on se fait d'un personnage héroïque, c'est quelque chose de formidable. En même temps, il faut toujours se rappeler que le héros, dans sa définition européenne comme dans sa définition américaine, c'est un héros qui est patriote. C'est un patriote, il porte quand même de temps en temps la bannière étoilée en guise de costume. Donc il y a quand même de toute façon dans les super-héros, dans la mythologie Marvel comme dans la mythologie DC, une petite touche patriotique, parce que le super-héros est un personnage qui fait le bien. Après,
progressivement, effectivement, notamment Frank Miller grâce à Batman, et d'autres personnages comme Deadpool vont noircir un peu le tableau. L'idée que finalement le personnage du héros tout de blanc vêtu va quand même se salir les mains et va devenir un peu gris. Et c'est cette grisaille qui peut être intéressante, à savoir jusqu'où je pousse le bouchon de l'héroïsme vers la méchanceté, vers le mal absolu, et où je m'arrête pour montrer le spectre de l'âme humaine. Et ça, c'est très intéressant, et c'est vrai que dans les comic books, ça se fait de plus en plus. Tout à fait. On arrive à la fin de ce live. Un grand merci en tout cas de nous avoir suivis. On va terminer avec une question simple, messieurs. Est-ce qu'il y a une adaptation de super-héros ou de comics au cinéma ou à la télévision que vous attendez bientôt? Moi, personnellement, j'ai vu le trailer de Watchmen à la télévision qui semble assez incroyable. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous attendez particulièrement? Vous, par exemple, Geoffroy? Alors j'avoue que je suis un petit peu déconnecté de ça. C'est vrai que Watchmen, je suis assez curieux, mais il faut déjà que je vois d'autres séries avant qui ont été réalisées par Damon Lindelof, dont Leftovers. Ouais. Normalement, c'est bien. Normalement, c'est bien. Mais du coup, si, la curiosité, on a évoqué les New Gods justement, et c'est vrai que ça a été annoncé justement. Donc voilà, une curiosité là-dessus. Je ne sais pas si vous avez vu, il y a The Boys qui vient de sortir. Ah oui, c'est un exact. comics assez incroyable et qui vient de sortir. Là, on voit les publicités, donc je suis curieux de. Oui, c'est vrai que ça a l'air voir assez ça. chouette aussi, exact. Ouais. Qui permet, encore une fois, on peut jouer maintenant avec les codes et les gens comprennent. Et vous, Olivier, au Alors cinéma, peut-être? moi, c'est le Silver Surfer. Ouais. Depuis le début, depuis que je suis gamin, je dessine le surfeur d'argent avec un grand amour, que ce soit John Buscema ou que ce soit Jack Kirby. Mais c'est vrai que l'adaptation Des Fantastic Four, des Fantastic Four au cinéma ne m'avait pas convaincu. Et je trouvais que dans le deuxième Fantastic Four, finalement, le personnage du surfeur était totalement sous-estimé, mal mis en scène. Ça m'embêtait. Ouais. Et donc là, j'attends véritablement qu'on prenne en compte la créativité d'un Jack Kirby sur le Silver Surfer et qu'on rende justice à ce personnage en introduisant, allez, on va être sympa, un personnage comme Galactus, le dévoreur de monde. Alors moi j'attends ces deux-là dans la phase 4. Ou une nouvelle version du Docteur Fatalis. Ah, Docteur Doom, oui, aussi pareil. Aussi, C'est vrai que ça m'intéresse. Et pour conclure, moi, c'est une anecdote personnelle. J'avais un Spidey, c'était les magazines des années 80 qui reprenaient les super-héros. Et c'était un épisode où Spider-Man prenait le surf du surfeur d'argent et allait dans l'espace avec une tenue spatiale. Un épisode que vous pourrez peut-être retrouver sur Internet et qui fait la conclusion le Moebius de sûr. Silver Surfer, la version Stanley. Moebius, et c'est quand même une affiche mythique, où tout d'un coup, Moebius dessine le Silver Surfer finalement, qui est complètement tombé en lambeaux, qui est devenu un SDF. Merde, un Superman, un super-héros SDF, fallait quand même y penser. Merci à tous de nous avoir suivis. Bonjour à vous Fabien, vous arrivez à la fin, mais merci de nous rejoindre. Merci à tous. Merci à tous de nous avoir suivis. On vous retrouve très vite sur le Figaro. Merci à la réalisation, à Naomi, Jean-Charles et Benjamin, aux réseaux sociaux, à Julie, et merci à vous messieurs. Olivier Delcroix, je rappelle que vous êtes journaliste ici au Figaro et rédacteur en chef au Figaroscope. Vous êtes également l'auteur d'un ouvrage sur les super-héros au cinéma, que vous pourrez retrouver sur Internet si cela vous intéresse. Un grand merci à vous, Geoffroy, pour ce magnifique dessin. Merci. On vous souhaite une bonne continuation pour tous vos projets dont on a pu parler. Et on espère vous retrouver peut-être bientôt pour des nouveaux sujets super-héros au cinéma. À très bientôt. Salut.